Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode du podcast Quand la sexualité blesse. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui est peut-être un peu délicat pour certains, mais je pense que c'est très pertinent et très d'actualité. On va aborder le dévoilement et les dénonciations. Donc, j'ai deux personnes avec moi aujourd'hui qui vont être là pour aborder ces sujets-là, ces deux survivantes d'agressions à caractère sexuel qui sont venus pour partager un peu leur expérience personnelle à ce niveau-là. Comme vous savez, dans les dernières années, on a eu beaucoup de mouvements de dénonciation qui ont été présents au Québec et qui ont permis de dénoncer plusieurs formes de violences sexuelles et de harcèlement sexuel. Durant ces mouvements-là, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont décidé d'aller dénoncer aux policiers et il y en a pour qui ils ont décidé de faire ça un peu plus intimement et qui ont dévoilé à leur famille. Je trouve ça toutefois important de souligner les centaines d'autres qui n'ont pas brisé le silence et pour qui ces mouvements-là ont fait vivre peut-être des émotions qui ont été très mitigées. Donc, c'est un peu ces deux côtés-là qu'on va parler aujourd'hui parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui peut nous pousser à dénoncer sur les réseaux sociaux versus qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on le fait pas et c'est quoi les différentes issues, en fait, pour dévoiler une agression à caractère sexuel et briser le silence parce que je pense qu'il n'y a pas une issue qui est meilleure qu'une autre. Le dévoilement d'une agression sexuelle, c'est un processus qui est très personnel et qui est très unique. Donc, peu importe le choix que vous prenez, en fait, c'est vraiment un choix qui vous appartient. Donc, c'est vraiment ça qu'on va explorer aujourd'hui. Si jamais c'est un sujet qui est peut-être un peu sensible pour vous et ça vous fait vivre différentes émotions, n'hésitez pas à nous contacter. Là, nos coordonnées vont être dans la barre d'informations et je vais le rappeler aussi à la fin de la vidéo. On est là pour ça et on est surtout là pour vous respecter et ce, peu importe l'issue, le cheminement, en fait, que vous allez choisir de prendre pour votre guérison. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode autant que moi. C'est une discussion qui est très riche en émotions et qui est très, très pertinente. Donc, voilà, j'espère que vous allez aimer ça et sur ça, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allô? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Vous vous sentez comment? Stressé un peu, je pense. Excité? Bien. Apeuré? Non, j'ai hâte. Non? Vous avez hâte? Cool. Je vais vous demander, là, parce que celles et ceux qui écoutent le podcast depuis le début m'ont entendu dans l'intro dire que j'avais deux invités, mais ils savent pas c'est qui. Il y en a qui vont l'écouter par vidéo, il y en a qui vont l'écouter juste en audio. Fait qu'avant qu'on commence, j'aimerais ça que vous vous présentiez pour que celles et ceux qui nous écoutent, ils savent un peu qui parle. Ça serait plus intéressant pour eux. Fait qu'est-ce que vous voulez vous présenter un peu? Je sais pas, votre nom, votre âge, vos passe-temps, votre couleur préférée, là, dites ce que vous voulez. Moi, comment? Ouais, C'est bon, je vais y aller. Fait que moi, c'est Jessica Amy, j'ai 27 ans, je suis originaire de Val-d'Or. Puis, je suis une très bonne amie à Jolane et Étienne, donc ça me fait bien plaisir de participer ce soir. Puis, moi, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis intervenante. Ça ressemble à ça. Cool. C'est quoi ta couleur préférée? C'est une dure question. Je pense que je dirais jaune. OK, bonne question. Bonne réponse. Bonne question. Bonne réponse. Ça commence les erreurs. Ça commence. Moi, je m'appelle Étienne Gignac, je suis originaire de Matagami, j'ai 28 ans et je suis intervenant aussi en milieu autochtone. Okay. Et je travaille pour les mouvements Fierté aussi. OK. Puis ta couleur préférée? J'ai pas vraiment de couleur préférée, mais la couleur que j'aime le moins, c'est l'oppression. Bon, ben on sait dans quoi on s'enligne pour la discussion d'aujourd'hui. Ça commence bien. Avant qu'on parle un peu du sujet, là, les gens savent qu'on va parler de dénonciation, de dévoilement et de tout ce que ça peut entourer. J'aimerais ça, en fait, savoir, c'est quoi qui vous a motivé à participer à ce podcast-là aujourd'hui? Mon Dieu, c'est une grosse question. Ouais, c'est une grosse question. Ben, je vais y aller. D'accord, maman, vas-y, je vais OK. Moi, je trouve ça important de parler de dénonciation, surtout en étant un survivant d'agression sexuelle, parce que plus qu'on en parle, plus qu'il y a des gens aussi qui vont vouloir dénoncer, qui vont vouloir parler de leur expérience, puis qui ne se sentiront pas seuls là-dedans. C'est quand même un peu le seul crime qui se passe dans ta vie que tu te sens plus coupable puis que tu devrais pas. Fait qu'avec des podcasts comme ça, puis plus qu'on en parle, puis plus que les victimes vont se sentir moins seules. Puis en tant que victime ou de survivant, ben ça nous donne un peu la force chacun d'aller un peu plus loin. Puis de continuer à se battre pour ça, puis de se battre pour que notre vie à nous aille mieux que juste rester là-dedans dans toutes ces mauvaises énergies-là, dans toutes ces mauvaises... dans ce mauvais vécu-là. Est-ce que ça donne un peu de sens à ce qui est arrivé? De partager, d'essayer de sensibiliser les gens, de...
Oui, ça donne du sens. Puis je pense que chaque histoire d'agression sexuelle est différente. Chaque histoire mérite, je pense, d'être dit, mérite d'être écoutée. Puis, tu sais, l'expérience d'une personne comparativement à une autre est totalement différente. Mm-hmm. Sont toutes valides aussi. Mais je pense que ça peut aider les personnes dans leur processus de guérison, de parler de leur histoire, de s'exprimer par rapport à ça. Puis toi, Jess, qu'est-ce qui t'a motivé à participer aujourd'hui? Bien, en fait, c'est un peu comme Étienne dit, parce que je pense que chaque parcours de dénonciation, c'est personnel à chacun. Chaque victime le vit de sa façon, je pense. Puis c'est important aussi de comprendre justement qu'il n'y a pas une façon de procéder puis de faire, puis il n'y a pas une façon meilleure qu'un autre non plus. Puis je pense que moi, mon parcours, il est un petit peu plus atypique au niveau de ma dénonciation. Tu sais, on va en parler tout à l'heure, mais moi, ça fait partie un peu de mon processus à moi, en fait, de venir ce soir. Là, j'étais vraiment touchée d'être invitée, premièrement. Mais c'est aussi, justement, ça donne un peu de force puis de sens, je pense, dans mon parcours à moi. Là. Tu sais, je parle pour moi, là, et c'est vraiment de mettre des mots sur des choses qu'on parle pas non plus à tous les jours. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'on a aussi une espèce de vision, la société a une vision un peu de la victime parfaite, de comment elle devrait dénoncer et des façons qu'elle devrait prendre pour dénoncer le crime qu'elle a vécu. Fait que c'est un peu pour ça, le but, en fait, aujourd'hui, c'est de défaire un peu ces espèces de préjugés-là et de voir qu'il y a plusieurs issues et que chacune de ces issues-là est valide, tu sais, parce qu'on vit pas les choses de la même manière, puis on n'a pas nécessairement... Je veux dire, une dénonciation publique versus une dénonciation de la police, c'est pas nécessairement tout le monde que c'est ça que ça va leur prendre, tu sais. Fait que moi, je voulais vraiment qu'on aborde toutes les options parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se sentir coupables ou mal de pas utiliser certaines options. Fait que c'est vraiment ça qu'on va explorer. Avant d'aller vraiment dans les dénonciations, j'aimerais ça qu'on aborde un peu le dévoilement parce que c'est deux choses qui sont différentes. Puis je pense que le dévoilement, c'est un peu une première étape. C'est un peu la première étape quand on décide de briser le silence à ce niveau-là. Fait que moi, j'aimerais savoir, là, allez-y, si vous vous souvenez, dites-moi vraiment juste les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, mais c'est à qui vous en avez parlé en premier de la violence que vous avez vécue? Puis comment ça vous a fait sentir d'en parler, là, de briser ce silence-là? Là, vous prenez le temps de réfléchir parce que ça peut que ça fasse longtemps ou pas longtemps, là, mais c'est ça. Bien, je peux commencer. En fait, moi, comme j'ai dit tantôt dans la présentation, je suis intervenante. Donc, moi, ça fait quand même longtemps là, que j'ai vécu des agressions sexuelles. J'étais adolescente jadis. Là, donc, si on fait le calcul, ça fait plus de 10 ans, là, en fait, que c'est arrivé. Puis, j'en avais jamais parlé. Dans le fond, j'en ai parlé pour la première fois il y a 2 ans. Que c'est vraiment quand même récent. Puis, j'avais jamais vraiment réalisé, en fait, toute la violence que j'avais vécue, puis comment je pouvais me sentir par rapport à ça. Tu sais, on dirait qu'on a tous des mécanismes de défense différents. Puis moi, mon mécanisme a été de complètement me bloquer quand j'ai vécu ça. Puis, ça s'est tellement bloqué intensément que j'ai été capable de comme faire vraiment abstraction de tout ça dans ma vie pendant tout ce temps-là. Puis, comment j'ai réalisé, en fait, que ça avait été gros puis que ça m'avait beaucoup affecté, c'est que j'ai eu, dans le fond, affaire à une dénonciation dans mon bureau, affaire à des confidences, dans le fond, d'une personne qui est venue se confier à moi. Par la suite, j'ai commencé, dans le fond, à vraiment pas me sentir bien, à avoir plein de symptômes de choc post-traumatique chez moi. Puis, dans le fond, je suis allée à l'hôpital, j'ai parlé de mes symptômes, puis c'est le médecin, en fait, à qui j'en ai parlé pour la première fois. OK. Ouais. Fait que c'était pas, mettons, quelqu'un de qui t'étais proche, là? Absolument pas. Ouais, OK. C'était un médecin à l'urgence, en fait. J'ai juste comme tout déballé mes symptômes, puis j'ai dit, je pense que ça a peut-être un lien avec le fait que j'ai été agressée, puis que là, j'ai dû faire une intervention à ce niveau-là. Fait que là, c'est comme ça, dans le fond, que moi, on m'a diagnostiqué mon choc post-traumatique. OK. Il y a 2 ans. Puis, en fait, c'est avec cette démarche-là que j'ai été comme chercher de l'aide. Fait que moi, dans le fond, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est vraiment le médecin puis une intervenante. OK. Fait que toi, t'es plus allé chercher de l'aide au niveau professionnel. Oui, mais on dirait qu'à ce moment-là, je réalisais même pas que je me confiais, tu sais, à ce sujet-là. Là, tu sais, je pense plus que c'était vraiment, j'ai des symptômes, façon logique, il faut que j'en parle, puis il faut que je traite ces symptômes-là. Mais à ce moment-là, je réalisais pas, dans le fond, que ce que je dénonçais, c'était ça. Tu sais, ce que je dévoilais, tu sais, c'était aussi gros. Là. Puis tu t'es senti comment la première fois que tu as fait j'ai vécu des agressions sexuelles, tu sais, de mettre les mots là-dessus? Ben,
honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas de mots, là, parce que je sais pas comment on se sent réellement. C'est comme tellement un mélange d'émotions. Puis, tu sais, je sais qu'on le vit tous différemment, là. Puis là, tu sais, c'est important de comprendre que je parle vraiment pour moi. Peut-être qu'Étienne, c'est complètement différent, mais je pense que moi, ça faisait même pas de sens. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à dire que je suis une victime. Tu sais, là, je suis assise ce soir devant vous autres, puis c'est la première fois que je fais comme une apparition un peu publique, puis qu'il y a peut-être plein de gens qui vont réaliser, oh mon Dieu, tu sais, cette fille-là, elle a déjà vécu ça. Présentement, il n'y a que mon entourage, en fait, qui le savait, tu sais, les personnes proches de moi. Fait que, je sais pas, c'est vraiment un mélange d'émotions, puis c'est encore présent aujourd'hui. C'est tout le temps des mélanges d'émotions, je pense. En tout cas, merci de venir partager ça avec nous ce soir, plaisir. parce que je trouve que c'est une belle étape. Là, ça prend beaucoup de courage. Puis, toi, Étienne, c'est à qui la première personne à qui tu en as parlé? Moi, je pense que la première que j'en ai parlé, dans le fond, ça a été tout de suite quand l'événement s'est passé. Dans le fond, tout de suite après que j'ai été agressé sexuellement, j'ai été rencontrer l'intervenante de corridor de milieu au cégep à Rouen pour en parler parce que je me sentais tellement sale à ce moment-là. Puis dans ma tête, je ne catchais pas que ce soit un de mes amis qui m'ait agressé à ce moment-là. C'est une personne que je considérais vraiment proche de moi. Puis je comprenais absolument pas ce qui venait de se passer. Ben, je savais que c'était une agression, mais je me sentais tellement dégueulasse, je me sentais souillé par en dedans. Puis j'avais peur d'en parler à mes amis proches parce que le fait de faire partie de la communauté de la diversité sexuelle ou de genre en Abitibi, ben, tout le monde se connaît. Puis à Rouen, c'est un peu ça aussi. Donc j'avais peur de si je dénonce à mes amis, ben, que les gens choisissent entre moi puis lui. Puis par la suite, je me suis pas vraiment je me suis pas vraiment caché d'en parler, même si j'ai quand même fait mon processus judiciaire 5 ans après que ça soit arrivé. J'en avais pas parlé à mes parents, à mes frères, mais j'en avais quand même beaucoup parlé dans mon entourage. Pour moi, c'est important d'en parler à ce moment-là, mais pas d'inclure ma famille là-dedans, parce que... Tu trouvais ça plus difficile d'en parler aux membres de ta famille? Ben, ouais. Puis, tu sais, je me mettais dans place à mes parents. Quand tu as des enfants, je pense que la pire affaire qui peut t'arriver, c'est que tu apprennes que ton enfant il a été victime d'agression sexuelle parce que quand tu es un parent, ben tu veux pas qu'il arrive de quoi de négatif à ton enfant. Tu veux pas que ton enfant souffre. Puis souvent, ben, un parent, il va se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive. Mais malheureusement, j'étais en appartement à Rouen et mes parents étaient à Matagami. Ils n'étaient pas en tout dans la même place que moi, puis ils n'auraient pu rien faire à ce moment-là. J'avais des colocs quand ça s'est passé, puis j'ai même pas crié. T'sais, mes colocs n'ont même pas été au courant, ben, ils n'ont même pas eu connaissance de ce qui se passait à ce moment-là. Fait que c'était une charge émotionnelle que je voulais pas donner à mes parents à ce moment-là. Fait que c'est venu plus tard, de ce que je comprends, tes parents ont fini par le savoir, mais sur le coup, c'est intéressant de voir que tous les deux, le réflexe que vous avez eu, c'est d'aller voir des intervenants, mais c'est aussi intéressant de voir que vous avez vraiment un profil différent dans le sens où toi, ça a pris 8 ans, Jess. Toi, Étienne, ça a été comme dans l'immédiat. Fait que je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que ça dépend vraiment de la personne. Puis tu sais, des fois, on va voir sur les réseaux sociaux de « ben là, pourquoi ils attendent autant d'années, blablabla ». Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui rentrent en contexte qui font en sorte. Fait que je trouve ça cool d'avoir comme vos deux situations qui sont vraiment différentes. Puis même si ça n'a pas pris de temps avant que j'en parle, l'impact des personnels autour de toi, mettons les intervenants, les médecins que tu vas voir, a une grande incidence si tu continues ton processus ou pas. Moi, j'ai eu une intervenante qui m'avait référé, l'intervenante ou l'infirmière, en plus, c'est un peu flou, j'ai vu les deux. Puis après ça, j'ai eu une rencontre avec le médecin. Mais le médecin pensait que les agressions sexuelles chez les gays, ça n'existait pas. On appelait ça une mauvaise expérience sexuelle. Fait qu'aussitôt que ça s'est passé, j'ai totalement arrêté d'en parler. Puis je me suis dit, bon, ben, ça a fini là. Tu as l'impression en dedans de toi que tu es agressé, mais le système dit que non. Fait que ça va finir là. Ça a pris 5 ans après ça avec le mouvement MeToo que je puisse en reparler pour continuer. Parce que tu avais eu une réaction qui était négative et qui a fait en sorte que tu t'es refermé sur toi-même. Parce que quand tu t'en vas voir un médecin et qu'il te dit qu'une agression, ça n'existe pas entre hommes, comment tu veux qu'à 18 ans, quand c'est tes premières relations sexuelles avec un homme, que tu dis « Ah, ben, fin de compte, mon feeling intérieur, il y a de la crise de marde. Fait qu'écoute-toi juste pas. Fait que, ouais, c'est le moment que ça te détruit vraiment par en dedans. Puis probablement que j'aurais pogné un médecin à ce moment-là qui m'aurait dit « T'as fait la bonne chose de dénoncer à ce moment-là. J'aurais probablement pas eu les impacts sur ma vie que j'ai eu à surmonter. Mais à ce moment-là, j'ai pogné un mauvais médecin pour une mauvaise situation. Puis ça a complètement changé ma trajectoire de guérison à ce moment-là.
Fait que ce que j'entends, c'est que la réaction des autres, elle a de l'impact sur comment on réagit par la suite. Puis j'imagine que tu t'es senti super invalidé dans tes émotions parce que là, tu avais l'impression que, ben voyons donc, est-ce que je réagis pour rien? Est-ce que, tu sais, j'overreact? Est-ce que pourquoi je me sens si mal que ça si c'est pas une agression? Tu sais, fait que ça vient invalider tout ça. Toi, Jess, quand t'en as parlé au médecin, après tu as vu une intervenante, ça a été comment les premières réactions? Est-ce que ça a été positif? J'ai quand même été bien accueillie. Là. En fait, moi, ça a vraiment, mon expérience avec le médecin n'a rien à voir avec celle d'Étienne. Mm-hmm. Mais moi, c'était surtout au niveau des symptômes, en fait, je te dirais. Initialement, ça a été plus les symptômes de choc post-traumatique. Dans le fond, un choc post-traumatique, c'est important aussi de comprendre que ça ne vient pas nécessairement non plus avec une agression ou avec un dévoilement. Là. Moi, ça a été juste un beau package deal tout ensemble. Là. Mais au début, c'était plus ça. On était plus centrés là-dessus. Puis même quand j'ai rencontré la psychologue, parce que dans le fond, il y a comme une référence qui se fait automatiquement. Quand j'ai rencontré la psy, c'était surtout aussi au niveau de mes symptômes, premièrement. Puis après, dans le fond, moi, ça cliquait plus ou moins avec la psychologue. J'aimais plus ou moins son approche. Puis tu sais, je me disais, c'est quand même quelque chose de gros pour moi. Fait que j'aimerais me sentir 100% à l'aise avec l'intervenante avec qui j'ai envie d'en parler. Puis, dans le fond, à ce moment-là, moi, j'habitais à Matagami. Je travaillais là-bas. Puis, on s'entend, il n'y a pas son lot d'intervenantes là-bas. Puis, c'est vraiment petit, là, aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, tu veux comme... Puis moi, j'étais intervenante aussi à Matagami, ce qui veut dire que, tu sais, je voulais pas nécessairement parler de mon vécu avec des personnes que je côtoie tous les jours puis des collègues de travail. Fait que, tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai été chercher des services directement au Calax d'Amos, dans le fond. Puis j'ai eu une intervenante, j'ai été extrêmement chanceuse, là. Dans le fond, mon intervenante, moi, ça a super bien cliqué. Puis encore aujourd'hui, je suis à Rouen, puis je suis encore avec la même intervenante, là. Puis moi, je trouve que, dans le fond, j'aurais pas pu mieux tomber, puis être mieux comprise, puis être mieux outillée. Fait que moi, ça a été vraiment... j'ai été vraiment chanceuse, en fait, là. Tu as été chanceuse parce que tu as eu des bonnes réactions. Malgré le fait que ça n'a pas nécessairement cliqué avec la première intervenante, tu n'as pas lâché prise. Tu n'as pas abandonné, tu es allé rechercher de l'aide ailleurs. Puis ça, je trouve ça important de le rappeler parce que des fois, on dirait que les jeunes, surtout, ils ont comme la pression qu'ils voient une intervenante puis ils sont comme obligés de voir juste cette personne-là. Mais moi, je dis tout le temps, là, quand je les rencontre pour la première fois, je leur dis une intervenante, c'est comme un char, ça se magasine. Ouais, ça se peut que tu me trouves fatigante, ça se peut que tu trouves que ma voix te tape ses nerfs, ça se peut que ça clique pas dans nos personnalités. C'est correct, on est humain. Moi, je t'oblige pas à m'apprécier. Si tu trouves que ça clique pas, je vais te référer à quelqu'un d'autre parce que si ça clique pas, ça nous empêche un peu, tu sais, de se dévoiler et tout. Puis je trouve ça important de leur dire parce que des fois, quand ils sont jeunes, on dirait qu'ils ont comme... Ils sentent beaucoup de pression de, ben là, on me réfère là, fait que, ben, il faut que je m'entende bien, mais ça bloque, tu sais, à certains niveaux, là. Fait que là, on a beaucoup parlé, tu sais, justement, des professionnels et tout. Là, j'imagine que vous en êtes venu, toi, tu l'as dit que tu en étais venu à en parler à tes amis et éventuellement à ta famille. Toi, Jess, est-ce que tu en es venu à parler plus à ton entourage? Oui, en fait, moi, j'ai vraiment des amis extraordinaires, là, puis là, je veux pas juste nécessairement dire ça parce qu'elle est en face de moi, mais non, j'ai vraiment un cercle d'amis soutenants, là, pour vrai. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont vraiment compréhensives, puis rassurantes, puis respectueuses. Fait que ça a été plus facile pour moi d'en parler justement à mon cercle d'amis proches que d'en parler à ma famille, exactement comme Étienne. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été agressée sexuellement par un beau-père, dans le fond. Fait que ça a été encore plus difficile pour moi d'être capable d'en parler à ma mère. Tu sais, dans le fond, ma mère, elle l'a su 1 an après que j'aille commencé mes démarches. OK. Oui, c'est avec mon intervenante du Calax, justement, que, tu sais, on a travaillé tranquillement pas vite, puis on en est... Tu sais, j'en suis venue un jour à être capable d'y en parler, avec quelques verres de trop dans le nez, mais... J'ai réussi à lui en parler, mais tu sais, c'est ça, ça a été extrêmement difficile pour moi d'en parler à ma famille. Puis encore aujourd'hui, ma famille, tu sais, est pas au courant. C'est pas toute ma famille qui le sait. Tu sais, il y a ma mère qui le sait, mon frère, ma grand-mère, mais ça finit là. Tu sais, la famille, c'est un gros morceau, je pense. Puis autant qu'on veut pas leur faire vivre ces émotions-là, surtout moi, tu sais, que ma mère, elle avait été avec cet homme-là, ça avait été son conjoint, je me sentais comme mal d'y faire vivre tout ça. Puis on dirait qu'on se sent coupable de comment eux, ils pourraient recevoir ça. Avez-vous peur de les décevoir? Oui, clairement. Oui. C'est particulier quand même, tu sais, c'est vous qui vivez de quoi? C'est vous qui êtes victime de quelque chose d'horrible. Puis ça montre juste à quel point le poids sur les épaules d'une personne qui vit une agression sexuelle est lourd, dans le sens où on a peur de décevoir notre famille, on a peur on se sent mal d'avoir vécu ça parce qu'on est comme, eux, ils vont se sentir mal, tu sais.
C'est gros quand T'as même. pas juste peur de décevoir ta famille, t'as peur de décevoir tout le monde autour de toi parce que à chaque fois que tu vas aller parler de ton histoire, t'as toujours la crainte, même si ça fait longtemps que tu t'as dénoncé, de te faire dire « Ouais, mais tu l'as-tu cherché? Ouais, mais t'es habillé comment? Ouais, mais t'étais-tu sous à ce moment-là? Ouais, mais tu l'as-tu provoqué? Oui, mais comme ton agresseur, c'est une bonne personne pareil, puis tu sais, comme moi, je vais rester ami avec. Ça, c'est les phrases qui te fendent le plus en deux quand ça t'arrive parce que Ça banalise. ça banalise, puis tu penses que tu sais, il y a certains de tes amis que tu vas voir que c'est des amis en or puis qui vont t'accompagner à tous les jours de ton procès ou tous les jours de ta guérison par rapport à tes agressions sexuelles. Puis il y en a d'autres que tu vas juste tasser parce que tu vas faire arc. Si vous réagissez comme ça quand moi je parle de mes souffrances, quand je parle de qu'est-ce qui m'est arrivé comme histoire, puis vous êtes comme « Ah, mais ton agresseur, tu sais, comme... » Je le porte quand même dans mon cœur, puis tu sais, c'est pas correct qu'est-ce qu'il t'a fait, mais je vais continuer à avoir des gestes, genre des liens avec. T'as juste envie de leur passer ça avec un char. Non, on le fait pas parce que comme c'est illégal de faire ça. Mais comme dans ta tête, t'es genre tabarnak. Comme Pourquoi, tu sais? pourquoi t'es pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il a fait puis de plaider en faveur d'un agresseur. De pauvre petite victime, c'est lui la victime là-dedans. Fuck off, là. C'est lui, genre, qui t'a agressé. Là. Totalement. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est encore plus une caractéristique des petits milieux? Tu sais, on est en Abitibi-Témiscamingue, on est dans des petites villes. Ben, je pense à la grandeur un peu comme ça. Là. Je pense que le système est un peu fait tout croche par rapport aux agressions sexuelles. Puis je pense que les gens ne savent jamais sur quel pied danser par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a... je pense qu'il y a quand même le fait d'être dans un petit milieu, c'est que tout le monde se connaît. Moi, mon procès, quand je l'ai eu, mon agresseur a eu une absolution. Il a plaidé coupable, mais il a eu une absolution. Fait que dans le fond, il a reconnu qu'il m'avait agressé, mais parce qu'il travaillait pour le mieux-être de la communauté, de la société, il y a eu une absolution. Fait que genre, c'est correct, toi, si tu travailles pour un festival de cinéma. C'est correct si tu fais partie d'une troupe de drague, si tu as été président genre du conseil étudiant à l'université, si tu as fait des bonnes choses dans ta vie, c'est correct que tu agresses du monde puis que tu cites Roson dans ton procès. Ça, c'est fine, genre, c'est correct. Mais je sais clairement que si j'avais été agressé sexuellement par une personne qui venait d'un milieu plus défavorisé ou qui aurait venu d'une classe moins huppée de Rouen, ça aurait été différent. Il aurait eu sa sanction. Là. Puis pour celles et ceux qui nous écoutent, une absolution, là, pour que, oui. juste pour expliquer un peu c'est quoi, là, dans le fond, c'est que toi, dans ta situation, l'agresseur a plaidé coupable, donc il a reconnu les faits. Et malgré ça, étant donné qu'il n'y avait probablement pas d'antécédent judiciaire, que c'était un bon citoyen, là je fais des guillemets là, pour celles et ceux qui nous écoutent puis qui ne nous voient pas. Ben, dans le fond, il n'y a pas eu de sentence. Exactement. Donc, il n'y a pas eu à faire genre des travaux communautaires ou peu importe. Donc, finalement, il y a comme... Je sais pas si on peut dire qu'il a été blanchi, là, parce que je sais pas s'il reste avec un dossier criminel. Dans le fond, s'il y a personne qui reporte plainte sur lui en 3 ou 5 ans, je me souviens plus, ben son dossier s'efface. Okay. Fait que présentement, c'est comme s'il y avait des notes qu'il a été reconnu coupable de ça, mais il a été absous. Tu te tapes dans le dos. Oui, là. tu te tapes dans le dos. En plus, tu as donné 500$ au CAVAC, genre t'as eu ta peine. C'est ça. T'es pardonné. T'es pardonné, c'est ça. Vole à tes occupations. Ouais. Fait que j'imagine que ça peut être fâchant. Ben, c'est choquant. Comme ça. C'est choquant parce que le processus judiciaire, c'est tellement long. C'est que tu sais jamais quand tu vas te représenter. Attends un peu, là, je vais genre juste essayer de tout set-up dans ma tête. Là. Je veux dire 300 affaires en même temps, one by one. Ouais, c'est ça. Tu sais, le processus judiciaire, c'est tellement long. D'une fois à l'autre, tu sais jamais quand tu vas te présenter à la cour si ton procès va être reporté, cancellé. Est-ce qu'il y a un procès plus important que le tien? Tu dors pas 2 semaines avant, 3 semaines avant, là, journée, là, t'es comme, OK, genre, c'est aujourd'hui que ça se passe. Non, c'est comme, fin de compte, j'ai juste ça, puis après ça, il y a une autre affaire, puis ça finit plus, c'est reporté, ça prend du temps. Puis je pense que le processus judiciaire, c'est important d'avoir un réseau immense de soutien autour de toi. Autant que ça soit ta famille, tes amis, mais il faut que tu aies du monde autour de toi. Puis c'est important de se rappeler que si tu portes plainte contre ton agresseur, est-ce que tu le fais par guérison ou tu le fais par vengeance? Parce que si tu le fais par vengeance, 2 ans et demi de procès ou 3, ça se peut que tu manges tes bouts. Ça se peut genre que tu broyes souvent la nuit toute seule. Puis
Fait qu'il faut que tu te dises, est-ce que ça va m'apporter plus de bien que de mal? Parce qu'à chaque fois que tu vas aller devant la cour, tu vas reparler de ton histoire. Puis là, il faudra que tu défendes c'est quoi pour toi une agression sexuelle. Même que ça soit orale, que ça soit anal, que ça soit vaginal. Il faut que tu dises c'est quoi pour toi une agression sexuelle. Il faudra que tu comptes ton histoire devant le juge, devant l'agresseur, devant l'avocat de la défense, ton avocat. Ça finit plus, puis tu te replonges tout le temps dans tes émotions. Même si tu penses que je suis capable d'en parler, c'est l'histoire d'un autre dans ma tête tellement que tu le dis souvent, ça te fesse dedans à chaque fois. Puis il faut que tu aies un réseau de soutien, puis il faut que tu sois fort, puis que tu aies des intervenants, que tu te sentes bien avec eux. C'est pas un processus qui est évident. Puis moi, ce qui me choque souvent, c'est justement, je vois on va y revenir dans les vagues de dénonciation, mais je voyais souvent les gens qui écrivaient « Voyons, là, faites juste aller porter plainte, puis ça va être... » On dirait que le commun des mortels a tendance à croire que c'est super facile. Faites juste aller porter plainte, arrêtez de laver vos bossales en public, puis allez porter plainte. Comme ça va être réglé. Puis ça va être réglé, mais je pense que la majorité ne comprennent pas nécessairement l'ampleur que ça peut avoir et d'où l'importance d'avoir un réseau et d'être accompagné. Nous, au Calax, on offre l'accompagnement judiciaire et sincèrement, je pense que ça peut faire vraiment une belle différence sur la définition des objectifs. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on décide de passer au travers ça puis d'entamer un processus judiciaire? Il y a des raisons. Il faut que ce soit des raisons sur lesquelles on a un peu de pouvoir parce que sinon, comme tu dis, des fois, ça peut nous engendrer plus de négatifs que de positifs. Et le processus judiciaire n'est pas la solution pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est révolutionnaire, il y en a pour qui ça va vraiment leur apporter beaucoup de positifs. Et il y en a pour qui c'est le contraire. Puis il faut aussi rappeler que le système de justice, là, il est fait pour punir les coupables. Il n'est pas fait pour défendre les victimes. C'est pas comme ça qu'il a été construit. Fait que souvent, les gens sont comme, va faire défendre tes droits, là, nanana. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, d'où l'importance de, on parle de dévoilement avant parce que c'est important d'avoir du soutien dans notre entourage parce que ça fait vraiment toute la différence, je pense. Clairement. Puis, là, on parle de dénonciation aux policiers, mais je veux aussi revenir de dénonciation sur les réseaux sociaux parce que tu as effleuré tantôt le hashtag moi aussi. C'est un peu le mouvement de dénonciation, en tout cas de mon vivant, moi que j'ai entendu le premier, là, que j'ai vu avec autant d'ampleur. J'imagine que vous avez comme un peu vécu ça, vous aussi. Moi, j'aimerais savoir comment on se sent quand on est un survivant et qu'on vit ça, là, un mouvement de dénonciation comme ça. Qu'est-ce que ça nous fait ressentir de prendre conscience que ça prend de l'ampleur à ce point-là? Je peux te laisser commencer. Tiens, on a vraiment deux... Ouais, c'est ça. Vraiment. Moi, j'ai trouvé que le mouvement MeToo, au début, a été une très belle claque à la gueule. OK. Parce que il y avait tellement de gens qui parlaient de leur agression, de la fois qu'il s'est passé ça dans leur vie, que moi, sérieusement, pendant le premier mois, je me suis juste retourné dans ma propre blessure à chaque fois. Ça me faisait du bien parce que ça montrait que j'étais pas seul. Puis les agressions sexuelles chez les hommes, on n'en parle pratiquement pas, surtout dans la communauté LGBT. C'est un sujet tabou. T'sais, on dit souvent deux hommes ensemble, c'est tout le temps qu'on s'entend. Bullshit. Il y a quand même encore beaucoup de choses à changer dans notre communauté. Donc, le mouvement MeToo a quand même été très approprié aussi pour les gens de la communauté de la diversité sexuelle puis de genre. Puis il y a beaucoup de personnes de la communauté qui ont parlé de leur expérience. Fait que ça a été un mouvement dur à avaler, je pense, pour les survivants au début. Parce que c'était comme un couteau à deux tranchants. Là. Ouais. Autant que ça faisait du bien qu'on a tellement été bombardés au début. Puis, tu sais, moi, juste pour comme plus me faire mal, je cliquais sur le lien, puis sur le hashtag, puis je lisais d'autres histoires. Tu sais, comme, achève-toi plus. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un bon mouvement, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable de dénoncer par après. Okay. J'ai dénoncé par le mouvement MeToo sans donner de nom parce que j'avais peur de diffamation, parce que j'avais pas commencé mon procès. Je me disais que si je commence mon procès puis que j'ai donné un nom, genre, qu'est-ce qui va se passer? Fait que j'avais dit mon histoire à ce moment-là, mais j'avais pas dit non. Donc, moi, tout a commencé comme pas mal en même temps. Je voulais faire j'avais commencé à parler à une policière 1 an avant le mouvement MeToo pour faire mes dénonciations. En fin de compte, j'étais pas prêt, puis c'est bien correct. Mais avec le mouvement MeToo, j'étais comme, OK, c'est là ou jamais. Puis il n'y a plus jamais un homme dans ma vie qui va prendre possession de ma vie sur aucun aspect. Fait que là, ça a été comme un changement à 360 de ma vie. Là, fait que ça a été un peu des montagnes russes de OK, oui. C'est dur au début. Ouais. Puis après, tu as été comme, aïe, je reprends du pouvoir, je dénonce, puis
je me ferai plus jamais opprimer, puis tu sais, je me ferai plus... C'est terminé ce temps-là. Là. T'es devenu en mode survivant. Là. Ah ouais, T'as vraiment. passé de victime à survivant, quoi. Vraiment. OK. Puis toi, Jess, comment t'as vécu ça? Parce que là, je comprends. Le mouvement MeToo, c'était en 2017. Ouais. Là, de la manière que tu parles, ça fait 2 ans que t'as dévoilé. Donc, à ce moment-là, t'en avais jamais parlé. Ouais. Comment qu'on vit ça quand on est victime, mais qu'on est encore un peu dans le silence, qu'on n'en a jamais parlé? Peut-être même qu'à ce moment-là, tu te posais la question sur est-ce que j'ai vécu de la violence sexuelle? Comment t'as vécu ça? Oui, ben en fait, moi, ça a été complètement tout l'inverse d'Étienne. Là. Moi, ça a été, oui, une claque d'en face, là, bien évidemment. Mais moi, ça m'a rentré dedans au point où je me suis sentie encore plus victime, non pas survivante. Tu sais, moi, je me suis sentie encore plus comme si je n'étais pas assez. Je cherche un autre terme, mais tu sais, c'était comme si les gens le font, Jess, autour de toi. Pourquoi toi, tu n'es pas capable de le faire? Tu sais, pourquoi toi, tu te renfermes encore là-dessus puis que tu mets pas des mots sur ce que tu as vécu, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment comme remis dans une position où est-ce que j'étais pas capable d'accepter que j'étais une victime. Ça fait pas longtemps que je suis capable de l'accepter non plus. Fait qu'on dirait que de voir tous les gens qui dénonçaient, moi, ça faisait juste me dire, tu sais, hey, t'es même pas capable de le faire, toi. Tu sais, t'es rien, tu sais, tu te laisses encore marcher dessus puis tu le fais pas, puis t'aurais la chance de le faire anonymement, puis t'es même pas capable non plus. Fait que je m'excuse, ça me rend un peu émotif. Mais non, moi, ça a été vraiment difficile. J'ai pris du recul un petit peu des réseaux sociaux. Au contraire d'Étienne, moi, je cliquais pas pour aller lire. J'essayais de pas lire, en fait. Je voulais pas de m'entendre parler. Puis c'est ça, moi, ça m'a vraiment fait sentir encore plus coupable de comme, tu l'as vécu, puis tu t'assis là-dessus, puis tu fais rien, comme. Mm-hmm. Tu sais, moi, ça me Tu te sentais mal de ne pas prendre part dans ce mouvement-là. Oui, puis je me sentais comme, c'est ça, pas assez. C'est ça le terme que j'ai en tête. Comme si j'étais encore pas assez, pas capable de m'affirmer, encore une fois, tu sais, pas capable de mettre ma limite, encore une fois. Tu sais, moi, c'était surtout ça. Puis, tu sais, oui, autant que Étienne, il le voyait d'une façon, mettons, ça m'a fait du bien de voir tout le monde, puis de me sentir pas seule, puis de... Moi, ça m'a tellement rendu triste là, de voir qu'il y avait autant de gens qui en ont vécu, autant de gens dans mon entourage, autant de gens que je connais. Tu sais, je me suis dit, Colin, c'est pas normal. C'est pas normal, puis... En effet. C'est dégueulasse. Moi, c'est le mot qui me venait. Fait que moi, ça a été très difficile. Mais je trouve ça intéressant que tu apportes ça parce que moi, je le voyais beaucoup dans les jeunes que je côtoie au Calax. Il y en a beaucoup qui me disaient... Je suis plus capable d'aller sur Facebook. Ouais. Je trouve ça trop dur. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de tout le monde qui dénonçait, mais on n'a pas tant parlé de ceux et celles et ceux qui ont continué de garder le silence puis qui ont trouvé ça difficile. Puis, fait que je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que je suis convaincue que tu n'es pas la seule qui s'est sentie comme ça. Au contraire. Puis on voit que même après ça, ben il y en a encore eu des mouvements. Là. Je veux dire, l'été passé, on en a eu encore un mouvement sur Instagram en lien beaucoup avec le harcèlement sexuel. Et c'est plate parce que j'ai l'impression que c'est encore pas fini, tu sais. Puis que, bref, c'est sûr que ça prend beaucoup de place. Là. On va sur nos réseaux sociaux. Puis, je veux dire, on est en 2021, on est tout le temps sur nos cellulaires. Fait qu'en tant que victime, ça doit être difficile de comme juste revoir ça. Ouais. Mais je pense que c'est une réponse aussi des gens par rapport au système qui est peut-être pas tout à fait suffisant et fait pour les victimes ou les survivants. Puis je pense qu'avec l'ère des médias, l'ère que les gens souvent ils se sentent plus invincibles parce que t'as ton téléphone, t'écris ce que tu veux, puis comme envoyer, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Là, comme ça spread après ça, genre comme le COVID. Fait que je pense que ça donne une certaine force aux gens de le faire comme ça. Puis je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis c'est tellement juste difficile de dire la première fois que tu le dis. Comme que tu l'écrives, que tu le dis à un intervenant ou un ami, quelqu'un de ta famille, ou t'es comme. Faut tout le temps que tu te rappelles que t'es pas le seul. Puis je pense que ça a fait en sorte aussi qu'il y a des situations dans nos entourages qu'on a catché que c'était des agressions aussi, que ça avait passé. Puis ouais, c'est ça a divisé, je pense, beaucoup de cercles d'amis sur plein de sujets. Puis je pense qu'on. En effet. Ouais, on l'a. Je pense qu'on... en tout cas, moi, j'ai des exemples de situations dans ma vie personnelle que je nommerai pas aujourd'hui. Mais ce que j'entends, c'est que ces mouvements-là ont aussi, premièrement, ils ont permis de mettre des mots sur des affaires, puis ils ont permis de faire une espèce de message général de c'est assez.
On tolère plus ces affaires-là. On est rendu en 2021, là, ce genre de comportement-là, ce n'est plus acceptable. Puis, oui, il y a une différence. Il y a des affaires qui sont pas nécessairement criminelles. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est respectueux puis que c'est politically correct puis qu'on devrait le faire? Non. Fait que je pense que ces mouvements-là ont aussi un peu mis la table à tous les autres comportements qu'on tolérait, mais qu'on banalisait peut-être parce que c'est pas un acte criminel, là, nanana. Mais tu sais, ça peut avoir des conséquences pareilles, là. Fait que je pense que c'est ça, ça a permis de mettre les mots sur beaucoup d'affaires, puis de reconnaître justement le harcèlement sexuel, à quel point c'était banalisé. Là, on a eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Mais vous, en fait, de manière générale, quel impact vous pensez que ça peut avoir pour des victimes de ce genre de mouvement-là? Mais ça peut avoir deux impacts. En fait, On le voit présentement. Comme c'est ça. nos vécus étaient très différents par rapport à ce mouvement-là. Mais tu sais, autant que j'ai nommé que ça avait été extrêmement difficile comme moment dans ma vie, autant que je suis capable de dire justement, hey, wow, on a effleuré un peu tantôt le sujet, il n'y a pas une façon qui est bonne de dénoncer ou pas. Toutes les façons sont bonnes, puis au contraire, je trouve ça le fun de voir que si toi, ta façon, c'est de le dire publiquement, puis que tu es capable de le faire, tu sais, ben je trouve que c'est une voie qui est justement plus facile, mais moi j'ai de la misère à me positionner, puis je suis encore entre deux émotions par rapport à ces mouvements-là. C'est plus facile de dénoncer sur les réseaux sociaux qu'à les dénoncer aux policiers? Je pense pas. Non, puis ça donne pas la même satisfaction à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, pour ma part, le processus judiciaire d'avoir passé par la police, l'enquêteur, toutes les affaires vraiment longues, ça a été vraiment un processus de guérison pour moi-même, puis de me dire, tu sais, comme j'avais dit tantôt, qu'il n'y aura plus d'hommes qui vont m'oppresser. C'était un moment de reprise de pouvoir sur ma vie en tout et partout, là, comme pas juste par rapport à mon agresseur, mais par rapport à tous les bel effet d'avoir eu une agression sexuelle, genre de comment qu'on se considère, les relations toxiques qu'on va aller voir après, puis de se dire, bon ben, si je me sens comme de la marde de même à l'intérieur, c'est probablement parce que c'est ça que je vaux. Fait que, tes amitiés changent à ce moment-là, pareil, puis ton plein potentiel, tu le vois pas. Fait que tu te mets dans des situations qui peuvent être quand même dangereuses avec des patterns plus ou moins sains, parce que tu te dis, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que je méritais juste ça. Fait que ça a tout changé, cette façon-là que j'ai eu à m'exprimer, à penser qu'est-ce que je suis réellement pour moi. Ça a été quand même un gros mouvement d'empowerment. Puis même si mon agresseur a eu une absolution, puis que pour moi, c'est comme s'il y avait eu une tape ses doigts, ben c'est aussi le moment que je me suis dit, parfait, ton procès est fini, mais qu'est-ce que tu vas faire par après pour continuer à te battre pour ça? Puis, probablement que si mon agresseur avait pas eu une absolution, je serais pas ici présentement. J'aurais pas fait un témoignage avec l'organisme communautaire Réseau à Montréal aussi, puis j'en parlerais peut-être pas autant, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir justice par rapport à ça. Puis je me suis dit, puis c'est ce que je me répète tout le temps, c'est que si mon histoire peut faire en sorte qu'il y ait une personne de plus qui dénonce, ben ça va être une personne de plus qui va savoir montrer une direction à prendre. Puis que tu portes plainte ou pas, c'est fine. C'est tant que tu te respectes toi-même là-dedans, mais le plus important, c'est que tu puisses te lever le matin, même si ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans que tu t'es fait agresser, puis te dire, aujourd'hui, je me sens bien. Puis je me sens pas encore dégueulasse par rapport à ça. Puis il y a des moments que ça revient, là, que ça reparle. Il y a des moments que tu penses que tu as vraiment fait ta guérison, tu t'es réveillé à un autre moment donné, puis t'es comme surprise! Tes traumas sont revenus. Ouais, c'est ça. T'sais, un parfum, une odeur, n'importe quoi, comme ça revient vite. Là. Ben oui. Mais tu sais, si mettons, il y a une personne qui va avoir réussi à faire sa guérison par rapport à mon histoire, par rapport à l'histoire à Jessica, ben Chris, au moins, on va avoir aidé quelqu'un. Puis je trouve ça intéressant parce que toi, t'es comme Étienne, le profil gaz au bout. Toi, t'as dénoncé sur Facebook, t'as porté plainte à la police. Comme s'il faut que je crie son nom, que je redis son nom encore. T'as fait des vidéos, t'es beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut en rejoindre plusieurs, mais je pense aussi qu'il y en a plusieurs qui peuvent aussi très bien se rejoindre dans le profil de Jess, qui est un peu plus discrète à ce niveau-là, je dirais, peut-être. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait moins longtemps qu'Étienne aussi que t'as dévoilé. Fait que, tu sais, ça change, là. Ça peut avoir un impact, là. Il y a des gens qui vont avoir dénoncé puis qui en parleront
pas plus que ça. Non. Ils vont avoir fait leur cheminement par rapport à ça, puis that's it. Puis c'est correct si on ne crie pas sur toutes les toits là, qu'on a été agressé, qu'on est un survivant. Comme chacun deal sa patente comme qu'il veut, puis puis c'est bien parfait de même. Mais je pense que comme toutes les formes de comment on deal ça après, c'est valide aussi. Là. Ben oui, totalement. C'est pas, cette personne-là, elle crie ses toits, c'est peut-être pas vrai, ou nanana, lui, il dit pas assez. Non, c'est comme chacun deal. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on garde peut-être un peu plus ça pour nous? Ben... Parce que toi, t'as pas dénoncé sur les réseaux sociaux. Non. C'est ma première fois, en fait, aujourd'hui que bravo. les gens vont s'en rendre compte. Oui. T'es super bonne. Ouais. Super bonne. Merci. Mais je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que ça dépend de notre personnalité. Tu sais, Étienne, il est très coloré de base. Absolument pas. Moi, Étienne, je le trouve extraordinaire. Là, je veux dire, c'est un modèle. Puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir parler avec lui sur ce podcast-là. Puis c'est même un privilège pour moi, tu sais, de pouvoir parler du même sujet que lui, puis qu'on se comprenne dans nos chemins totalement différents. Puis, mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu la personnalité, mais aussi, tu sais, moi, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est toutes des émotions qui sont encore présentes. Tu sais, Étienne, il a l'air un petit peu... Ben, en fait, on sent qu'il est un petit peu plus avancé peut-être dans son processus que moi. Moi, c'est encore fragile, c'est encore en évolution. Puis, tu sais, oui, j'ai commencé des démarches, mais tu sais, c'est ça, c'est tellement exigeant, c'est tellement prenant, tu te remets tellement en question sur tout. Puis, c'est ça, t'en viens à comme même plus savoir t'es qui, tu sais, puis qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, moi, ça l'a emmené aussi un changement à 360 dans ma vie, puis c'est correct. Puis je pense qu'on apprend de tout ça, puis on grandit de tout ça, clairement. Mais c'est ça. Moi, c'était la peur, le jugement. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai de la misère à le dire aux gens parce que j'ai tout le temps peur d'être jugée. Mais tu sais, pourquoi c'est moi qu'il faudrait qu'il porte tout ce poids-là sur mes épaules encore? Quand, dans le fond, lui, il fait sa vie comme si de rien n'était. Exactement. Faut que la honte change de camp, là. Mais c'est ça qui est pas normal. Puis moi, c'est un peu ça qui m'a motivée à venir en parler. C'est que moi, c'est ma prise de pouvoir ce soir, puis d'être capable d'en parler. Puis... Tu sais, je pense que c'est chacun notre façon, que ce soit dans un procès, que ce soit sur Facebook, que ce soit par un podcast, que ce soit n'importe quoi. Tu sais, on a toute une manière de vouloir reprendre la force puis le pouvoir dans notre processus. Puis c'est différent, c'est propre à chacun. Puis, mais c'est pas normal, tu sais, d'avoir toutes ces émotions-là. Mais le temps de comprendre que c'est pas normal de vivre ces émotions-là, ça prend du temps. Ben oui, tu sais, comme toi, ça t'a pris 8 ans, puis il y en a souvent qui... Ils questionnent à savoir, ben voyons, pourquoi le monde y attend aussi longtemps, t'sais? Ben là, ils ont l'impression que c'est un peu moins valide parce que là, ça fait 10 ans, ben là, franchement, tu aurais dû dénoncer il y a 10 ans. Puis je me dis, tu sais, la justice n'a pas que des mauvais côtés, mais il y a quand même des délais, tu sais. Puis les délais sont très élevés, là, une trentaine d'années, puis je pense même que ça a été barré, ça, puis il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus maintenant. Je veux dire... S'ils ont enlevé les délais, là, c'est parce qu'ils prennent en considération que ça se peut qu'on dénonce pas dans l'immédiat, puis que ça se peut que ça prenne des années, puis ça se peut là, que quand ça vient d'arriver, là, c'est pas le bon temps ni le bon moment pour le faire, puis que 10 ans plus tard, ça l'est pas non plus parce qu'on est ailleurs dans notre vie. Puis, tu sais, il y a tellement une question de contexte, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression à le faire. On a beaucoup de pression d'être la victime parfaite, mais ça n'existe pas. Non, tout le monde est différent, tout le monde le vit différemment, et une dénonciation au policier, c'est pas la solution pour tout le monde non plus. Non. Puis moi, je m'en suis rendu compte par après, en fait. Parce que, ben c'est ça. Récemment, j'avais commencé mon processus pour porter plainte, puis etc. Avec le policier, l'enquêteur, blabla. Puis, tu sais, je me suis rendue quand même à un stade où est-ce que, tu sais, c'était validé, puis c'était OK, on va de l'avant. Puis moi, j'ai pogné un 2 minutes à ce moment-là. Fait que, tu sais, quand on parle de la victime parfaite, tu sais, le stéréotype, tout ça, il n'y en a pas parce que moi, j'ai arrêté tout ça, là. J'ai dit, hey, gars, non. C'est trop. Je suis bien entourée pourtant. Puis, tu sais, Étienne, il l'a mentionné, que c'est super important d'être bien entourée. J'avais tout ce qu'une victime peut souhaiter d'avoir comme filet de sécurité, entourage, genre. comme filet de sécurité. Tu sais, j'étais super bien entourée, puis je le suis encore aujourd'hui. Mais l'important, pour vrai, on l'a nommé tantôt, c'est de te respecter toi-même là-dedans. Parce que c'est ton parcours, c'est ton cheminement. Puis si c'est pour te faire plus mal que de faire du bien, c'est toi qu'il faut que tu écoutes là-dedans. Puis, tu sais, moi, présentement, j'ai mis une pause. Est-ce qu'un jour, je vais revenir? Peut-être. Est-ce qu'un jour, je vais comme pas revenir? Ça se peut aussi, je le sais pas. Mais c'est important de s'écouter puis de vraiment prendre en considération comment tu te sens. Tu sais. Il n'y a pas un cheminement qui est parfait et qui est universel pour tous. Non, clairement. C'est ce que j'entends, en tout cas,
avec vos 2 témoignages. Là. Ouais. Puis c'est pas par mauvaise expérience non plus du système, parce que moi, pour vrai, j'ai rien à dire sur comment j'ai été reçue par le policier, comment j'ai été reçue par l'enquêteur. Et ça a été là, parfait, dans le sens où ça a été... j'ai été full félicitée, j'ai été full encadrée, j'ai eu toutes les explications du monde. J'aurais pas pu souhaiter mieux. Puis au contraire, ça me faisait vraiment peur de dénoncer, parce que tu te dis, oh mon Dieu, je veux être reçu tout croche, est-ce que le policier va être bête? Lui, c'est juste ça, sa job, il va prendre en note ce que j'ai à dire, puis ça finit là. Mais non, non, vraiment pas. Il y a des gens humains encore, vraiment. Beaucoup. Puis tu t'en rends compte, je pense, quand tu fais ça. Moi, j'avais jamais réalisé. Puis le policier, ça a été le premier, à me flatter les épaules, puis à me dire, tu fais la bonne job, puis tu fais ce que tu as à faire, puis je suis fière de toi, puis tout ça. Fait que c'est pas vrai que c'est nécessairement non plus négatif. Mais où est-ce que ça devient néfaste? Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment mes émotions versus mes émotions. Fait que, là, c'était trop, avant que ça devienne encore, trop. Mais moi, j'ai décidé que c'est pas vrai, que j'allais le laisser gagner encore une fois dans ma vie, dans une étape. Fait que moi, ma façon de prendre du pouvoir là-dedans, ça a été de faire. Je prends un break, je m'écoute moi, je prends soin de moi en ce moment. Puis si un jour je suis prête, ben je continuerai. Puis si ça arrive jamais, puis que je fais mon processus autrement, ben ça sera ça aussi. Puis, parce qu'il y en a peut-être qui nous ont écoutés, puis qui ont vécu ça, puis qui savent pas trop par où commencer, puis qui ils savent pas quoi faire, puis qui sont mélangés là-dedans. En tant que survivant, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des questions, qui hésitent peut-être à en parler, ou quel genre de conseils ou de messages vous auriez à dire là, pour finir ça? Là? Mon Dieu, il y a tellement de messages. Mais tu sais, je pense que le premier message, c'est un, de se respecter. 2, ça se peut que tu pognes un intervenant de merde. Ça se peut que la personne que tu te confies, que ce soit ton ami, quelqu'un, soit vraiment pas réceptif. Change de personne. Il y a d'autres portes. Là. Il n'y a pas juste une porte dans la vie, là, il y en a plein. Moi, ma première expérience que j'ai voulu en parler, la porte s'est refermée dans ma face, puis c'était comme deal avec tes affaires. Là. C'est pas vrai ce qui s'est passé. Mais par après, j'ai réessayé plus tard, quand j'étais prêt, quand je pensais que j'avais la force. Puis ça a été correct à ce moment-là. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va t'écouter. Puis c'est important aussi, juste ton cercle d'amis ou les premières personnes que tu vas en parler. Là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va valider ton histoire. Puis c'est important de trouver cette personne-là. Là. C'est pas qu'il y a des gens qui vont être mal à l'aise de recevoir ça, parce que, tu sais, comme toi, c'est une belle brique que t'as mangée d'en face quand tu t'es fait agresser, mais quand tu le dis à quelqu'un... c'est une brique aussi, là. T'as pas pire brique aussi. Tu sais, comme il s'entend pas que comme tu vas aller voir le soir puis tu vas faire « Oui, by the way, je me suis fait agresser. » C'est trop aussi rough que toi. Ben, non, c'est pas aussi rough, mais ça surprend. C'est pas tout le monde qui est nécessairement outillé et apte à bien recevoir un dévoilement. Ça veut pas dire qu'ils sont mal intentionnés, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour recevoir ce genre de dévoilement-là. Fait que le message que tu auras à dire, c'est de ne pas abandonner. Non, jamais. Malgré si on a des réactions négatives, si on a des trucs qui, oh mon Dieu, ça vient invalider, c'est pas grave. Il va y avoir une autre personne à un moment donné qui va nous écouter puis qui va comme être là pour nous puis qui va nous soutenir là-dedans. Puis, tu sais, aussi, juste un petit genre 10 secondes à la fin. J'ai tellement plein de choses à dire. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire 3 heures. Oui, on aurait pu faire genre même 5. Oui, hein. Tu sais, on pense qu'on guérira jamais de nos traumas sexuels, de notre estime qui en prend une claque. Ça se guérit avec le temps, comme step by step. Puis, il n'y a pas de bon chemin pour guérir de ça, mais on peut revoir une vie saine dans tous les aspects de notre vie, puis c'est important de le nommer. Oui, il y a des gens qui vont rester avec des traumas plus longtemps, puis il y a certaines choses que ça va être plus difficile, fine. Mais on peut travailler pour se sentir bien avec nous et avec nos sphères de notre vie aussi. Là. C'est ça. Toi, Jess, qu'est-ce que tu auras à dire pour, comme message pour clore tout ça? C'est dur de passer après Étienne. Mais désolé. Moi, il parle tellement. Ouais, tu peux me dire ta gueule. Mais moi, je pense que je dirais pour vrai de t'écouter. Tu sais, moi, j'ai longtemps fait le contraire. Je me suis longtemps pas assez écoutée, je pense, dans tout ce que je vivais. Fait que, moi, je pense que ça serait ça. Écoute-toi, puis tu sais, une étape à la fois. Tu sais, ça se peut qu'en ce moment, tu te sentes étouffé, que tu te sentes envahi, que tu te sentes submergé. Mais comme Étienne a dit, tu sais, c'est une chose à la fois, puis il y en a du beau encore, tu sais, puis il y en a du beau qui va arriver aussi. Ça peut paraître comme la fin du monde quand ça arrive sur le moment, mais
tu sais, je pense qu'il y en a encore, tu sais, du beau que tu vas retirer de ça. Tu le crois pas sur le moment, mais tu sais, c'est grandissant, c'est enrichissant aussi d'une certaine façon, puis tu apprends tellement sur toi, puis tu sais, l'important, c'est aussi de laisser tes émotions aller, tu sais, de les vivre. De les vivre, de les accepter quand ils arrivent, puis de les vivre, puis de pas juger tes propres émotions. Tu sais, moi, j'ai fait ça longtemps, là, mais juger comme, arrête de pleurer, passe à d'autres choses. Ça n'a pas d'allure que tu pleures à tous les jours. Hey, si t'as envie de pleurer à tous les jours, ben pleure. Parce que c'est ce que t'as besoin. De toute façon, ça va revenir. Fait que vis tes émotions comme tu as à les vivre. Écoute-toi, respecte-toi, puis entoure-toi. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais tendance à dire, là. Puis un jour, le poids que tu as traîné si longtemps sur tes épaules, là, comme le gros boulet, genre, de dire « ça a été ma faute », ben, c'est ton agresseur que tu vas y remettre. Genre, de peu importe la façon, si tu vas de façon juridique ou juste que tu as guéri, ben, ce poids-là, c'est ton agresseur qui va le porter un moment donné. Ça va finir par... Oui, c'est ça. Disparaître. Maintenant, à cette heure, je suis comme Cédric, prends ça, c'est toi qui vis avec. C'est pas moi. Puis, tu sais, c'est important aussi de comprendre que, comme on disait, il n'y en a pas de meilleure option que d'autres. Vraiment pas. Je trouve qu'on finit ça sur un beau message parce que ça montre que peu importe l'option qu'on prend, premièrement, c'est possible d'aller mieux. Ouais. Est-ce qu'on oublie? Non. Jamais. Est-ce que ça disparaît à tout jamais? Non plus. Mais on apprend à vivre avec et c'est possible de s'en sortir et c'est possible de s'en sortir plus fort et de reprendre du pouvoir. Puis je pense que c'est vraiment ça que vous montrez aujourd'hui. En venant parler, en venant vous adresser à tout le monde. Fait que pour vrai, là, je veux juste vous dire merci. Vous savez, je vous aime d'amour. Vous êtes mes amis dans la vie de tous les jours, mais je suis vraiment contente que vous ayez accepté de participer à ça parce que j'ai l'impression que ça va rejoindre beaucoup de monde et je pense que les gens qui vont vous écouter, ben ça va peut-être amener une certaine douceur ou un peu de soutien, parce qu'il y en a qui vont nous écouter qui en ont peut-être jamais parlé à personne, puis de vous entendre, ben crime, ils vont se sentir moins seuls, même s'ils sont encore un peu dans le silence, et ça va peut-être les motiver, ça peut engendrer plein d'affaires, fait que vraiment, là, merci. Vous avez été vraiment hot, puis je suis vraiment contente de vous avoir eu à soir. Merci aussi de laisser une tribune pour les survivants, parce que c'est rare qu'on a des moments qu'on peut s'exprimer, ou t'écrire par ton feed Facebook, là, mais comme d'avoir une tribune comme ça pour parler d'un sujet qu'on a vécu. Puis c'est ça, c'est important d'avoir des moments comme ça qu'on peut s'exprimer et parler de nos vécus. Oui, clairement. Non, mais je suis contente si j'ai pu vous offrir ça puis si ça vous a fait du bien. Pour les gens qui nous écoutent, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si jamais ça vous a fait vivre des émotions, que ça vous a engendré des petites questions ou que vous sentez peut-être le besoin de ventiler, les coordonnées du Calax vont être en barre d'informations à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a beaucoup parlé de dévoilement, de dénonciation, de respect du rythme, mais je tiens aussi à rappeler que si jamais vous êtes inquiet pour la sécurité d'une personne mineure, il y a certaines obligations qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc, si jamais vous avez des inquiétudes concernant un enfant en lien avec la violence sexuelle, c'est important de le protéger. Je vais laisser aussi des informations pour si jamais vous avez besoin de faire un signalement à la protection de la jeunesse dans la barre d'informations. Et sinon, ben, je vous invite à aller vous abonner au podcast sur toutes les bonnes plateformes de balado et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Calax Abitibi, sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bye tout le monde!